Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce troisième webinaire de la plateforme L'innovation territoriale en action. Et aujourd'hui, le thème, c'est les moyens du Faire Alliance en territoire. Alors, juste un petit rappel de ce qu'est la plateforme en quelques mots. C'est un espace, un lieu repère pour tous ceux acteurs de terrain qui ont envie de comprendre et ou d'expérimenter des démarches de co-construction territoriale. Et pour ça, la plateforme vous propose des éclairages sur différentes thématiques. Quels sont les besoins des territoires justement pour enclencher ces démarches de co-construction territoriale? Et pour ça, cette thématique vous éclaire sur comment qualifier l'innovation territoriale, comment comprendre son écosystème, comment définir une stratégie au sein de son territoire. Et pour chacune de ces thématiques, vous avez à la fois des documents de référence, des outils et des webinaires. Autre possibilité à laquelle vous donne accès la plateforme, c'est le fait d'avoir des données sur sa région, des dynamiques territoriales qui sont issues des études de l'Observatoire des partenariats. Et par ailleurs, pour compléter, la plateforme vous propose des parcours méthodologiques, Agir ensemble en territoire, qui vous donnent accès à la fois à des ressources capitalisées et aussi à des webinaires. Et puis par ailleurs, la plateforme vous met en lien avec l'ensemble des catalyseurs territoriaux, de ces 350 catalyseurs, donc le site internet, et des ressources complémentaires, celles des ressources institutionnelles, comme celle de la plateforme de capitalisation, l'ODD 17, en pratique. Alors cette plateforme, elle est animée régulièrement par des cycles de webinaires, et en 2022, la thématique, c'est ensemble, faisons cap vers 2030, avec comme objectif de se dire, mais comment on va accompagner toutes ces dynamiques collectives? Alors pour ça, en 2022, on a découpé, si je puis dire, l'année en deux cycles. Le premier a été dédié toujours à la charte du Faire Alliance, qui est un outil de dialogue entre partenaires qui a été lancé l'année dernière par la Fondation des Territoires. Et cette charte, en fait, vous propose à la fois des principes, des modalités et des moyens d'action à discuter avec vos partenaires. Et l'objectif de ce cycle de webinaire a été d'éclairer ces trois sujets. Donc, en février, on a parlé des principes et conditions pour faire alliance. En avril, on a parlé des modalités. Et aujourd'hui, on va parler des moyens. Et donc, aujourd'hui, on va terminer ce cycle sur la charte du Faire Alliance. Et je vous en parlerai à la fin de ce webinaire, mais le deuxième cycle que l'on va ouvrir à la rentrée de septembre va être comme thème « Faire ensemble projet de territoire » au travers de trois thématiques complémentaires que sont le dialogue territorial, les expérimentations collectives et les tiers-lieux, en se disant finalement l'ingénierie de catalyse, comment elle s'articule avec les deux autres ingénieries, c'est-à-dire l'ingénierie de gestion publique et l'ingénierie de management de projet. Et au milieu, vous voyez la rencontre annuelle dont je vais parler plus en détail tout à l'heure. Alors aujourd'hui, notre webinaire, il est dédié aux moyens du Faire Alliance et en termes de programme, ce que l'on vous propose. Donc, on va avoir la Fondation des territoires qui va nous rappeler la charte du Faire Alliance et notamment nous expliquer quels sont les moyens qui sont proposés en mettant en perspective justement qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir mobiliser des moyens au service du Faire Alliance. On aura une présentation du fonds ODD 17, puisque c'est le premier fonds qui soutient l'ingénierie de l'Alliance. Et en continuité, on aura deux retours d'expérience sur justement ce que propose le fonds ODD 17 en termes de moyens qui sont mobilisés, avec d'une part PERC3C, qui est l'un des bénéficiaires du fonds, et le cabinet révélateur de richesses immatérielles qui apporte une diversité d'expertises complémentaires. Et puis on terminera par le programme d'animation et de diffusion 2022. Alors, sans plus tarder, Charles Benoît, je vous laisse la parole pour nous parler de la charte et des moyens qui y sont proposés. Merci Élodie, bonjour à tous, très heureux de vous parler de cette charte du Faire Alliance qui en 2021, durant 9 mois, a été élaborée, dont 3 mois de co-construction par la Fondation des territoires avec les territoires au cours d'un processus qui a permis de poser 3 éléments. D'abord, les 7 principes d'action que nous avons pu voir durant un premier webinaire qui ont posé les piliers d'une relation équilibrée, les fondations lors du 10 février. Puis nous avons vu l'alchimie finalement de cette action collective, j'allais dire l'horlogerie avec les 7 modalités d'action qui peuvent être articulées le 12 avril, et nous avons vu qu'il ne s'agissait pas simplement d'avoir des briques ensemble ou des engrenages ensemble, mais bien qu'elles donnent l'heure, puisque c'est l'objectif du Faire Alliance, c'est d'être extrêmement concret. Et puis, voyons aujourd'hui la question de cette
économie de l'alliance, qu'est-ce que permet de faire des moyens d'action en commun, mis en commun pour agir ensemble. Alors, première question que nous pouvons nous poser, c'est quels sont ces moyens d'action, et la réflexion que nous avons menée l'année dernière nous a amené à poser 7 moyens pour créer de la valeur en commun. D'abord, des données pour comprendre et avoir la même vision du territoire, du domaine d'action et des acteurs mobilisés sur le sujet que l'on traite ensemble. Deuxième point, des outils qui finalement se basent sur ce que d'autres ont pu faire auparavant pour pouvoir finalement ne pas repartir de la feuille blanche, ne pas repartir de dynamiques que l'on a simplement inventées, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur ce que d'autres ont fait et les outils qui ont fait leur preuve de concept. Troisième élément, finalement, comment on croise les regards entre réseaux de compétences plurielles, puisque qui dit faire alliance dit une multitude de regards, et donc comment je croise les regards, comment je sors de l'entre-soi pour pouvoir faire de l'entre-tous. Ça n'est pas la même chose que de travailler entre pairs et de travailler entre tous sur un écosystème, encore plus si c'est un écosystème territorial. Vous savez que j'aime bien dire que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main, c'est-à-dire là où nous sommes tous concernés. Le quatrième moyen, c'est bien évidemment le financement. Souvent mis en premier, alors que vous voyez, dans notre cheminement, il n'arrive qu'à mi-chemin de ce qui peut être utile pour faire alliance. Et puis après, eh bien évidemment, il y a le cœur du sujet. Comment est-ce qu'on construit ensemble? Quel dialogue de gouvernance sur le sujet? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on parle, non pas simplement des vis et des boulons, mais de la vision qu'on veut avoir, des objectifs que l'on va avoir. Et après, bien évidemment, des moyens que l'on va avoir dans un deuxième temps. Et puis, sixième levier extrêmement important, c'est l'accompagnement, ces expertises rares dont on a toujours besoin parce que finalement, on a besoin des autres pour être accompagnés et pour pouvoir cheminer ensemble. Révélateur de richesse immatérielle, Gabriel Gay nous dira tout à l'heure l'importance de cet accompagnement dans la dimension du faire ensemble. Et puis, last but not least, comme diraient nos amis anglais, mais n'oublions pas la septième et dernière logique de moyens, levier de moyens, qui est cette valorisation de ce que l'on a pu faire en commun, du projet en commun, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que nous sommes fiers d'avoir pu faire ensemble et qu'est-ce que ça nous donne pour l'avenir en commun que nous avons. Voici les 7 moyens qui ont été le fruit de la réflexion commune que nous avons menée l'année dernière. Mais si on regarde finalement un peu plus en macro cette dynamique-là, on voit tout de suite les 3 enjeux de l'investissement en ingénierie. D'abord, comment on passe de la connaissance empirique à la compétence stratégique. Ça, c'est un élément déterminant. Comment est-ce qu'on fait de sortir d'une expérimentation permanente pour pouvoir finalement capitaliser, partager quelque chose qui peut être utile à d'autres? Nous reviendrons sur ce sujet-là, mais c'est un élément essentiel. Ensuite, bien évidemment, cette question de l'économie d'alliance, c'est quel est l'équilibre de la maison? Comment ça renforce chacun des membres de l'alliance, mais aussi le territoire sur lequel s'inscrit cette alliance et où le domaine d'action dans lequel et pour lequel les alliés décident de faire un bout de chemin ensemble. Enfin, troisième enjeu de cette ingénierie, de cet investissement dans le faire alliance, c'est comment passe-t-on progressivement du dialogue à la création de valeurs partagées? Une chose est certaine, c'est que l'économie de l'alliance n'est durable, créatrice de valeur et frugale que si elle est accompagnée avec des moyens adaptés aux besoins des partenaires. Sans ingénierie, il n'y a pas d'économie de l'alliance. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des fondations et une horlogerie, encore faut-il avoir les infrastructures nécessaires pour être suffisamment sécurisé pour prendre le risque de faire alliance. Alors bien évidemment, pour ceux qui sont des aficionados des travaux que nous pouvons mener au sein de la Fondation des territoires, au sein des réseaux des pionniers des alliances au territoire, ou au sein du laboratoire de recherche du Rameau, vous allez retrouver bien évidemment les 3 dimensions de tout modèle socio-économique, et celui du faire alliance nous pose 3 questions.
cette question de la richesse humaine, c'est-à-dire comment nous montons en compétences stratégiques les uns et les autres pour être capables de faire alliance. Comment nous passons des marginaux séquents aux troupes de génie qui permettent justement de pouvoir faire ensemble ce qu'aucun d'entre nous ne peut faire seul. La deuxième question, c'est finalement cette valorisation de cette capacité à renforcer l'équilibre de la maison, c'est-à-dire la pérennisation de l'action à la fois collective et individuelle de chacun, en sachant en valoriser la juste valeur. Et puis le troisième élément, c'est bien évidemment cette capacité de faire alliance, de pouvoir associer des ingénieries différentes, de pouvoir associer des acteurs différents, de pouvoir associer des territoires différents pour être capable progressivement de se découvrir et d'aller de l'interconnaissance à l'interaction. Trop souvent, nous ne pensons qu'à l'action et pas aux interactions. C'est bien évidemment lorsque nous faisons alliance avec des gens différents que nous découvrirons la valeur non seulement de l'action de chacun, mais de l'interaction entre tous. Ce sont là les trois conditions stratégiques du faire alliance qui renforcent la performance des partenaires et bien évidemment celle des territoires sur lesquels ils sont ancrés. Alors l'économie de l'alliance en pratique, parce que tout ça n'est pas venu de la théorie de quelques beaux penseurs, mais de l'action collective qui a été engagée entre tous pour démontrer finalement ce que je résume trop rapidement aujourd'hui. Rappelons que justement la Fondation des territoires que je représente aujourd'hui est un travail qui a été amorcé dès le 12 juillet 2018 et qui, après 5 ans de préfiguration, trouvera son accomplissement lors de la fondation de cette Fondation des territoires le 14 juin prochain chez nos amis de la Fondation de Lille qui nous font l'amitié de nous abriter. Et c'est bien évidemment par l'Alliance que nous avons commencé ce travail de la Fondation des territoires pour savoir comment, entre acteurs publics et privés, nous pouvons observer, comprendre et nous enrichir de la diversité des initiatives territoriales, de l'innovation territoriale et surtout de la diversité de nos territoires, source et richesse de notre nation depuis 496, ça fait juste 1500 ans. Deuxième levier, parler de la question du financement, c'est ce que nous avons lancé avec le fonds ODD 17, sous l'impulsion, la double impulsion de cette Fondation des territoires et de la mission ministérielle pour accélérer les alliances d'intérêt général en France en 2020, en réfléchissant sur c'est quoi ce financement de cette ingénierie d'alliance, comment soutenir ces projets, et une sélection d'une 50aine de projets a permis de pouvoir finalement tester ce financement de l'ingénierie d'alliance dans des écosystèmes, dans des besoins, dans des projets radicalement différents, mais tous orientés sur la capacité de co-construire territorialement des solutions adaptées. Et puis, nous annoncerons le 5 juillet prochain, lors de la 8e rencontre des pionniers des alliances au territoire, notre nouveau challenge collectif que nous nous fixons, c'est ce programme chef de projet innovation territoriale qui, depuis 2019, est en préparation et qui trouvera son lancement à l'occasion de cette 8e rencontre des pionniers des alliances au territoire, et qu'il me soit permis, au nom de la Fondation des territoires, de remercier le réseau des pionniers des alliances au territoire de nous inviter à venir présenter le fruit de ce cheminement collectif pour pouvoir démontrer la valeur du faire alliance par l'exemple et par l'expérimentation collective. Il n'y a que si nous avons fait ensemble que nous pouvons comprendre quelle est la valeur de l'alliance. L'alliance ne se dit pas, l'alliance se vit. Alors, et j'en conclurai par là, les trois cheminements que nous avons fait ensemble, les trois étapes que nous avons fait ensemble, nous montrent à la fois combien finalement les principes fondateurs de se faire alliance peuvent créer une confiance qui nous aide à dépasser les défiances pour agir ensemble. L'horlogerie que nous avons vue ensemble et cette modalité d'action nous font découvrir combien nous pouvons innover ensemble, parce que c'est justement là la valeur du faire alliance, c'est de sortir de notre soi pour être entre tous et de découvrir qu'entre tous, nous pouvons faire des choses qu'aucun d'entre nous, aucun d'entre soi ne peut faire seul.
Et puis, nous venons de voir aujourd'hui combien cette économie de l'alliance, si nous savons utiliser avec habileté les 7 moyens qu'elle invite à utiliser, nous permet à chacun d'entre nous, à la fois individuellement et collectivement, d'être plus performants. Alors, est-ce que ces 3 impacts du faire alliance sont quelque chose que nous aurions découvert par hasard et qui serait finalement le fruit d'une intuition ou d'un signal faible? Plus que cela, puisque nous avons la chance que depuis 2018, l'Observatoire des partenariats ait lancé une étude d'impact de l'ODD 17 en France, première étude d'impact du faire alliance à l'échelle d'une nation. Que nous apprend finalement ce travail, c'est que ce que nous avons résumé dans cette charte du faire alliance, au travers du travail collectif des 9 mois de l'année dernière, eh bien, ils sont étayés à la fois par cette étude d'impact de l'EDD 17 en France, et l'Institut pour la recherche de la Caisse de dépôt et le Rameau vous invitent à suivre régulièrement les publications que nous avons pour rendre compte de ce que les citoyens, de ce que les dirigeants d'entreprise, de ce que les dirigeants associatifs, de ce que les élus locaux, de ce que les académiques finalement perçoivent eux-mêmes et pratiquent eux-mêmes sur cette économie de l'alliance. Et puis, nous avons mis en place aussi un cycle prospectif CAD 2030 où à travers 10 domaines d'action, nous réfléchissons ensemble sur comment passer de l'action de chacun à l'interaction entre tous. C'est tous les 3e jeudis du mois et le prochain sera sur la question structurante des aidants. Comment passer de l'action remarquable des différentes initiatives à l'interaction entre tous pour être capable de faire d'ici 2030 l'invention des nouveaux modèles dont nous avons besoin. Et je vous invite, si vous ne l'avez encore découvert, à aller regarder le dernière publication, carnet de recherche sur innovation et alliance, qui a été publié le 20 mai dernier pour justement montrer à quel point ces alliances sont source de transformation et source d'innovation. Je finirai en disant, si nous ne valorisons pas ensemble le faire alliance, nous n'aurons pas les moyens de pouvoir réussir l'agenda 2030 des objectifs du développement durable, mais peut-être plus encore, saurons-nous offrir à nos jeunes un projet pour 2050. Merci Charles Benoît pour cette mise en perspective. Alors, puisqu'on finit le cycle sur la charte du faire alliance, on a souhaité aussi vous dire que dans le cadre du Fonds ODD 17, en fait, il est parti de la charte politique du faire alliance pour décliner plus opérationnellement ce que pourrait être cette charte vis-à-vis des projets, des 50 projets qui sont soutenus par le Fonds ODD 17. Et donc, c'est comme ça que le Fonds ODD 17, qui a été créé par le Rameau et la Fondation Total Énergie, a créé sa propre charte d'engagement opérationnel, qui a été proposée à l'ensemble des projets qui sont soutenus par le Fonds ODD 17 et avec lesquels il y a eu du dialogue, justement, pour se dire quels sont les principes que l'on veut, sur lesquels on est d'accord, quelles sont les modalités d'action que l'on va mettre en œuvre, et maintenant, quels sont les moyens que le Fonds ODD 17 peut proposer à chacun de ces projets, et en fonction des besoins de chaque projet. Certains ont plus insisté sur l'apport en ingénierie, d'autres sur la mise en réseau, et c'est vraiment important de se dire que cette charte, ça a été vraiment un outil de dialogue, que ce soit sur les principes, sur les modalités, mais aussi sur les moyens qui sont mobilisables en fonction des besoins de chacun des projets de ce fonds. Alors, pour parler du fonds plus globalement et notamment de présenter quels sont les moyens qui sont mobilisables par ce fonds, nous avons le témoignage enregistré de Thierry Adolphe, qui est responsable innovation sociétale au sein de la Fondation Total Énergie, qui est cofondatrice avec le Rameau du fonds ODD 17. Et donc, nous allons écouter Thierry Adolphe, qui malheureusement n'a pas pu se mobiliser aujourd'hui puisqu'il est en séminaire. Voilà, on l'écoute. Pourquoi l'ingénierie de l'alliance est-elle importante? Pourquoi l'ingénierie de l'alliance est-elle importante? Appelle tous les acteurs de la société à jouer collectif. Aux pratiques partenariales traditionnelles, mécénat, responsabilité sociale des organisations, s'ajoute une nouvelle forme plus ambitieuse, la coaction. Cette coaction entre des mondes différents, on parle du monde économique, public, associatif, mais aussi académique, en fait, c'est une démarche profondément innovante et donc expérimentale. De par sa nature novatrice, l'ingénierie d'alliance constitue à la fois la clé du succès pour atteindre les ODD
et un défi en soi pour des acteurs inaccoutumés à travailler ensemble. Les acteurs qui souhaitent entrer dans une démarche de coaction n'ont pas forcément les savoirs et savoir-faire pour le faire actuellement. Il y a donc un vide, à la fois dans les compétences des acteurs pour monter des alliances et dans les ressources dont ils disposent pour le faire. Dans un contexte notamment d'une tendance à la réduction des budgets sur les fonctions support comme l'ingénierie d'alliance. Or, les 15 ans de recherche empirique du Rameau prouvent qu'en investissant 3 fois plus dans l'ingénierie tout en s'appuyant sur une stratégie d'alliance ambitieuse, les projets vont réaliser 3 fois plus de résultats que les dispositifs classiques de financement de projets expérimentaux en étant 2 fois moins chers et en permettant de démultiplier le nombre d'alliances et donc les projets impactants. L'ingénierie d'alliance est une porte de sortie hors de l'expérimentation permanente, coûteuse et à l'impact réduit, difficilement durable et reproductible, vers au contraire l'activation d'un réel levier pour généraliser les alliances innovantes, impactantes et pérennes. Qu'est-ce que le fonds ODD 17? Alors le fonds ODD 17, il a été co-construit en 2020 par le Rameau et par la Fondation Total Énergie. Il est doté d'1,5 million d'euros entre 2020 et 2022. La vision du fonds ODD 17, ça va être des territoires ou des mondes variés, riches de leurs différences, qui coopèrent pour améliorer le bien commun, avec une mission, c'est là où aucun ne peut faire seul face à des défis de plus en plus complexes et multidimensionnels. Le fonds ODD 17, il va viser à développer durablement des dispositifs d'ingénierie d'alliance sur les territoires pour faire émerger des réponses collectives et innovantes. En fait, il va s'agir de permettre de sortir du champ expérimental pour intégrer de façon coutumière les alliances dans le mode opératoire de la co-construction de projets en identifiant et généralisant les compétences des acteurs dans l'ingénierie d'alliance et en dotant les expérimentations de moyens à la fois pour naître et pour se pérenniser et changer d'échelle. Il y a 3 axes d'action. Le premier axe d'action, ça va être la production et la dissémination de savoir sur les pratiques d'alliance, leurs bénéfices et leurs modalités de construction sous différentes formes. Très concrètement, le fonds ODD 17, il va financer la production et il va financer et produire la production de données et d'outils, les kits pédagogiques, formation, MOOC, webinaires. Il va y avoir la création, le deuxième axe d'action, ça va être la création d'espaces de dialogue et de réseaux. Des réseaux de pionniers, par exemple sur les alliances territoriales. Et le troisième axe d'action, ça va être des expérimentations d'une part d'alliances territoriales à leur stade embryonnaire et leur capitalisation, et d'autre part, ça va être des expérimentations d'alliances à l'échelle nationale. Pour ça, on va avoir 3 volets d'investissement. Un premier volet sur le socle de connaissances partagées, un deuxième volet sur la co-construction territoriale, on parle d'expérimentation territoriale, et un troisième volet sur des dynamiques collectives d'innovation pour des projets nationaux. Quels sont les moyens qui sont apportés par le fonds ODD 17? Alors il va y avoir 7 moyens apportés par le fonds ODD 17. Le premier, le financement, c'est celui qui est le plus évident. Après, il va y avoir accès à des réseaux de compétences, des outils, des ressources qui vont être disponibles sur la plateforme odd17.org, des données qui vont être en lien avec l'Observatoire des partenariats, donc des données sur les territoires, la valorisation des projets, le dialogue de gouvernance et les apports en ingénierie. En investissement finalement à la fois dans l'amorçage des expérimentations, le conseil et l'accès à des réseaux de compétences tout au long des projets, mais aussi en amont dans la production de ces connaissances et ces données sur les territoires et les outils pédagogiques, et en aval dans la capitalisation des expérimentations pour assurer la valorisation et la pérennisation, le fonds ODD 17, il offre un panel de moyens complémentaires pour renforcer l'ingénierie d'alliance et rendre les dynamiques d'alliance sur les territoires pérennes. En fait, ça va donner les moyens de réfléchir à long terme, et je vais laisser Luc maintenant vous illustrer cela avec l'exemple de Percé 3C. Voilà donc la présentation du fonds ODD 17. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous avez le petit onglet en bas à droite sur questions. Si vous souhaitez poser des questions par rapport au fonds ODD 17, on fera le lien et on pourra également vous répondre. Et comme le dit Thierry, hein, l'objectif de ce fonds, c'est d'apporter une diversité, une complémentarité de moyens
pour permettre au projet de pouvoir se pérenniser et d'être dans la durée, la durabilité. Alors pour illustrer justement et d'avoir des retours d'expérience sur ces moyens, à quoi finalement quand on articule cette diversité de moyens, qu'est-ce que ça apporte? Et pour cela, on va avoir 2 retours d'expérience. Et le premier, c'est celui de PERC3C, qui est une association issue d'un collectif d'entreprises à Montargis, qui est représenté par son président Luc Bélière, alors qui fête aujourd'hui les 50 ans de son entreprise et donc qui ne peut pas être avec nous, mais qui apporte son témoignage et qui va expliquer justement comment l'articulation de ces différents moyens, qu'est-ce que ça a apporté pour PERC3C. On écoute Luc. Qu'est-ce que PERC3C ? Alors PERC3C, c'est une association qui est pour l'engagement et la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire, coopérative et collaborative. En fait, elle est née de la volonté de diffuser la réflexion et les modes d'action auprès des entreprises pour les préparer à affronter les mutations à venir qui sont inéluctables, tant sur le réchauffement climatique que sur les enjeux sociaux, humains. Et donc notre action qui est pour l'économie circulaire, forcément, c'est trouver au cœur de toutes les actions d'écologie industrielle et territoriale. Et nous en avons été des expérimentateurs assez innovants en local, puisque nous avons voulu allier les impératifs écologiques et les impératifs sociaux du territoire, vraiment dans la vocation de réduire les fragilités de ce territoire. Et donc, on a fait une expérimentation de collecte d'équipements électriques et électroniques en fin de vie pour les sortir d'un flux déchets, utiliser des structures de réinsertion pour soit les reconfigurer et les fournir à des personnes éloignées du numérique, soit le démanteler et le retraiter au maximum localement. Cette expérimentation-là a eu beaucoup de succès. Ce qui nous a amené à être porteurs d'une action d'écologie industrielle territoriale beaucoup plus importante, qui aujourd'hui est portée par le PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural, qui regroupe les communautés de communes et l'agglomération de Montargis, et financée par la région Centre et l'ADEME, dans lequel les chambres consulaires sont les opérateurs. Nous participons à la gouvernance, nous copilotons toujours cette action. Et puis, d'autre part, comme nous avions développé des relations de confiance avec les structures d'insertion avec lesquelles nous avons travaillé, puis avec des structures d'insertion avec qui nous avions déjà des contacts depuis des années, on a décidé d'élargir ce besoin de circularité sur le territoire en utilisant l'inclusion. Et nous avons postulé à un PTCE, un pôle territorial de coopération économique, qui est aujourd'hui validé par le ministère, soutenu par le ministère, donc le secrétariat d'État à l'économie sociale solidaire et responsable. Et nous avons fait notre première embauche chargée de mission aujourd'hui et nous sommes dans une phase de développement de l'ingénierie pour que à la fois les entreprises et les associations et les collectivités collaborent de manière plus efficace à l'implantation donc de la circularité par l'inclusion pour l'économie locale. D'où le nom de notre PTCE, c'est CIEL, Circularité, Inclusion et Économie locale. Donc en synthèse, l'association créée en 2019 avec une expérimentation sur les équipements électroniques qui s'est déroulée en 2020 a obtenu la labellisation PTCE en 2021. Au départ, c'est une association qui était réservée aux entreprises, donc nous avons 30 entreprises adhérentes en direct, mais surtout nous avons les 5 associations d'entrepreneurs du bassin montargois les plus importantes, qui sont adhérents de PERC3C et qui donc participent au projet dans ce cadre-là. Et puis, l'expérimentation allant, nous avons ouvert l'adhésion aux structures d'insertion par l'activité économique et aux associations de transition. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de porter ce PTCE dans lequel nous avons intégré une structure de gouvernance
qui fait la part à tous les co-créateurs du PTCE. Quels sont les apports du fonds DD17? Donc ce parcours qui est effectivement en même temps très court, puisqu'on a été créé en 2019 et très riche, est le résultat d'un certain nombre de mises en œuvre de moyens riches et complémentaires. Déjà, le simple fait d'avoir été identifié depuis des années comme un catalyseur du territoire, avant même la création de PERC3C, a été un encouragement à essayer de fédérer les entreprises pour les rendre plus actrices de leur participation, on va dire, à la fertilisation du territoire et en tout cas à la réduction de ses fragilités. La mise en réseau a un effet levier très important. Déjà, ça nous permet de croire en notre projet en voyant que d'autres initiatives différentes fonctionnent sur d'autres territoires. C'est une inspiration et un encouragement à aller de l'avant. Et donc, la création de PERC3C est vraiment dans cette contribution de se dire on peut faire des actions chacun individuellement, mais à un moment donné, si on veut vraiment que ça prenne de l'ampleur, on s'en rend compte dans toutes les expérimentations, on se rend vraiment compte de l'effet démultiplicateur qu'a la fédération, la mise en commun. Et puis PERC3C, du coup, prend vraiment la place de lieu de rencontre, de liaison entre à la fois les entreprises, les associations et les collectivités. Et il y avait une vraie appétence de tous les interlocuteurs pour avoir cet endroit de mise en relation. Au cours, tout au long de l'expérimentation, on s'est rendu compte d'ailleurs de l'apport de l'échange d'ingénierie on a fait appel à d'autres compétences. Biotop La Rochelle nous a aidés dans notre démarrage d'expérience et nous avons beaucoup échangé aussi avec le PTCE Vivre les Mureaux qui nous a finalement encouragés à aller vers une candidature. Ce que nous n'aurions certainement pas fait si à ce moment-là, les moyens financiers n'étaient pas arrivés pour nous rassurer sur notre capacité à engager une démarche aussi importante. Et ces moyens financiers, là, ont un effet structurant, c'est un effet de levier dans l'ambition pour pérenniser toute cette dynamique et notamment maintenant avoir une première salariée, puisque en fait tout le travail qui a été fait jusqu'à cette année, donc les 3 premières années de l'association, a été fait uniquement par du bénévolat, 2 chefs d'entreprise d'ailleurs, donc des gens qui ont pris conscience de la nécessité d'agir localement pour transformer leur territoire. On peut aussi dire que le fait d'être soutenu par le fonds DD17 apporte à la fois aussi une crédibilité, notamment au niveau des élus, d'être soutenu sur un réseau national apporte un éclairage différent sur notre projet et donc une appétence des élus plus nette, et puis une valorisation de notre expérimentation. Donc nous avons pu communiquer sur cette expérimentation, nous-mêmes peut-être inspirer d'autres catalyseurs territoriaux pour se lancer dans ce genre de démarche ou d'apporter une activité complémentaire à leur démarche déjà existante. Voilà, on voit que si l'apport financier ne crée pas le projet, mais il lui permet de prendre une autre ampleur. Mais c'est vraiment le complémentarité de la dynamique de réseau, du support d'ingénierie et l'apport financier qui permet en tout cas à notre expérimentation de prendre de l'ampleur et de transformer le territoire. Voilà, donc ce qui est très intéressant dans le témoignage de Luc, c'est vraiment ce côté articulation. Tout à l'heure, Charles Benoît parlait d'alchimie, mais là aussi, on peut dire l'alchimie des différents moyens
que pris séparément, c'est très bien, mais c'est ensemble que finalement, on arrive à penser la durabilité des projets. Et donc ça, c'est ce qui nous semblait aussi très intéressant dans le témoignage de Luc, c'est de montrer que ce qu'apporte, en l'occurrence, le fonds ODD17, c'est vraiment une articulation et une complémentarité pour penser la pérennité et la durabilité des projets, notamment dans le cadre des coopérations et du Faire Alliance. Alors, pour compléter ce retour d'expérience, on a aussi voulu donner la parole à un accompagnateur en apport d'ingénierie, d'expertise complémentaire avec le cabinet Révélateur de richesses immatérielles, qui est représenté aujourd'hui par sa fondatrice Gabrielle Gay, qui va nous faire un retour d'expérience justement dans l'accompagnement de ces projets territoires, qu'est-ce qui est retenu et en quoi l'apport d'ingénierie et d'expertise est important dans leur réflexion et dans leur durabilité. Alors Gabrielle, bonjour. Bonjour. Vous accompagnez de nombreux projets territoriaux dans le cadre de votre activité et puis aussi dans le cadre du fonds ODD17. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous donner 2 exemples et leurs problématiques de projets que vous avez accompagnés? Oui, alors je pense à deux projets assez différents. L'un qui a été réalisé avec l'ANPP, donc l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays, et où la problématique là était dans le cadre de la demande du gouvernement de concevoir les contrats de relance de transition écologique, les CRTE. L'ANPP voulait accompagner donc ces différents pays ruraux dans la co-construction de ces CRTE. Et là, l'idée, c'était de ne pas le faire tout seul, bien sûr, mais de le faire en co-construction, en alliance avec les différentes expériences des territoires. Donc là, la problématique, c'était de faire de la co-construction, de cette démarche pour que les territoires eux-mêmes puissent faire de la co-construction de ces RTE. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, je pense au PTCE des Mureaux, où là, on était sur 4 dimensions. En étant sur ce territoire des Mureaux pour le valoriser, pour créer de la valeur sur tout ce qui se produit sur ce territoire avec l'ensemble des acteurs socio-économiques, il y avait comme ambition de faire un appui à l'identification d'outils de pilotage de ce que fait le PTCE en partenariat, un appui à la capitalisation opérationnelle, et cette capitalisation opérationnelle étant au service de 2 dimensions. La première, en tant que PTCE, c'est d'incuber l'innovation, et pour pouvoir la transmettre, pour pouvoir faire que l'ensemble des parties prenantes puissent s'en saisir, et puis ensuite les développer, ces innovations, pour qu'elles ne restent pas juste au stade d'innovation, qu'elles puissent prendre de l'ampleur, c'était de développer une capitalisation opérationnelle qui fasse que ça facilite l'appropriation et le développement des projets qui avaient été incubés dans le cadre du PTCE. Et puis les 2 autres points de l'accompagnement de ce PTCE, c'était de travailler à la capitalisation du modèle économique pour pouvoir le faire évoluer. Avoir bien conscience que pour trouver son bon modèle économique, c'est pas quelque chose qui se fait en une fois, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et il faut savoir d'où on est parti et où on est aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait avant pour pouvoir le construire. Et quand on est sur des projets d'alliance territoriale, ça veut dire que le modèle socio-économique, il doit prendre en compte ces alliances. Et donc, c'est comment on fait pour que chacun puisse trouver sa place, non seulement dans l'alliance opérationnelle, mais également dans l'alliance économique, l'alliance des ressources. Et comme le disait tout à l'heure Charles Benoît, l'alliance de ces ressources, c'est pas que les ressources financières, c'est les ressources humaines et puis les ressources, des compétences de chacun, en plus des financements. Et enfin, c'était le 4e point pour le PTCE, c'était de travailler aux premières réflexions sur l'évaluation d'impact de ce PTCE pour le faire reconnaître, le faire valoir, la valorisation de ce qui est créé comme valeur. Merci Gabrielle. Alors, de par votre expérience, quel serait votre retour d'expérience, si je puis dire,
sur ces projets? Est-ce qu'il y a des invariants ou des problématiques qui sont récurrentes et que finalement vous retrouvez dans chacun de vos accompagnements? Que ce soit sur ce... Pardon, je vous ai coupé. Non, allez-y. Alors, que ce soit dans ces deux projets-là ou que ce soit dans d'autres auxquels je pense, eh bien, les porteurs de projets, en fait, il y a une distance entre la demande des porteurs de projets dans la demande d'accompagnement et le véritable besoin qu'ils ont pour réussir le projet qu'ils veulent mettre en œuvre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important à constater parce que souvent, quand on est dans l'innovation, on a peu de ressources, que ce soit humaines ou financières, et du coup, on a une sorte de recherche, d'optimisation, de courir après le temps pour dire « Ok, bon alors là, j'ai besoin de quoi ? Là, j'ai besoin de quoi ? C'est quoi la prochaine étape qui va me faire avancer ?» Et du coup, le besoin qui est exprimé, il n'est pas toujours optimisé, optimum par rapport à ce qui est véritablement nécessaire. Donc ça, c'est mon premier constat. Mon deuxième constat, c'est la difficulté à savoir modéliser la création de valeur. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont complètement, qui ont créé des projets innovants parce qu'ils ont détecté ce que j'appelle moi assez familièrement des trous dans la raquette. Il y a des choses qui manquent sur le territoire, il y a des besoins qui sont exprimés. Et une fois qu'ils ont co-construit la solution, eh bien à ce moment-là, ils ont du mal à modéliser toute la démarche qui a été mise en place pour réussir à créer cette réponse. Et non seulement à modéliser cette création de réponse, mais également pour modéliser la création de valeur. Les gens réfléchissent souvent en termes de projet et non pas qu'est-ce que ça a créé comme valeur, qu'est-ce que ça a changé dans la manière de collaborer ensemble, dans la manière de faciliter non seulement l'atteinte des objectifs, mais l'amélioration de la coopération sur le territoire. Et quand on dit « Ah bah oui, maintenant on discute mieux sur le territoire », ok, c'est bien, mais on le valorise comment ? On le modélise comment ? Et ça a beaucoup de mal à se faire financer ensuite. Donc pour moi, ce seraient les deux gros constats, cette distance entre le besoin initial et celui qui est réel, et puis cette difficulté à mobiliser cette création de valeur. Et alors pour conclure, par rapport au fonds ODD17, comment vous qualifieriez sa spécificité, ou ses spécificités peut-être ? J'en vois trois. La toute première, c'est quand même qu'il y a personne qui veut financer l'ingénierie de projets territoriaux. L'ingénierie en tant que telle, on est passé d'une époque où on voulait pas financer les frais de fonctionnement à l'époque où on veut pas financer l'ingénierie de projet, alors qu'on sait que sans l'ingénierie, on va perdre du temps. On va perdre de l'argent, on va prendre des chemins qui ne sont pas forcément les meilleurs, on va se priver de tout un arsenal d'outils méthodologiques qui vont rendre le projet efficient, qui vont rendre le projet efficace et qui vont lui permettre d'être complètement adapté à ce qui est véritablement nécessaire sur le territoire. Donc ça, ce serait mon premier point. Le deuxième, c'est que le fonds ODD17, il permet à la fois de donner du temps, de prendre le temps, mais aussi d'en gagner. Alors, c'est un peu bizarre de dire je prends mon temps et en même temps j'en gagne, mais ça revient un petit peu sur tout à l'heure entre la distance entre l'expression du besoin initial et l'expression et le besoin réel. C'est que quand on est pressé, on n'exprime pas forcément bien son besoin. Et du coup, on va vers une direction qui n'est pas celle qui va rendre le plus service au projet. Et donc, on perd du temps. Alors que quand on prend le temps de réfléchir ensemble, parce que c'est jamais tout seul qu'on va réfléchir à ce besoin-là, puisque quand on travaille dans l'alliance, en fait, et sur son modèle justement socio-économique, on va voir qui a des compétences déjà présentes auxquelles on n'avait pas pensé, et ça se fait dans le dialogue, dans la coopération.
Eh bien déjà, là, on va gagner du temps quand on co-construit la réflexion sur le besoin réel. Et rien que là, le fait d'avoir pris le temps de ce dialogue-là, on va en gagner ensuite. Et on va gagner également en énergie à aller rechercher de l'argent ailleurs, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre pour réussir à développer ces projets. Eh bien, là aussi, on a moins d'argent à aller chercher, puisqu'en fait, le territoire va fournir une partie de la réponse. Et in fine, ça contribue à favoriser l'ancrage territorial de cette réponse-là et du coup, sa durabilité. Parce que quand on est tout seul à apporter une solution, la solution, elle dure pas, c'est très bien. Mais quand tout le monde a mis son énergie dedans, même s'il y a un caillou dans la chaussure, il n'y a personne qui a envie de gaspiller son temps. Si j'ai contribué à un projet, il y a un caillou dans la chaussure, on fait, quand même, j'y ai mis pas mal d'heures, on va trouver une solution ensemble. Donc ça, c'est le deuxième point que je voudrais souligner. Et puis enfin, le troisième, c'est que, c'est peut-être une partie de redondance sur le deuxième point que je viens de dire, mais c'est que ce savoir-faire, ce savoir prendre son temps, de dialoguer avec les autres, ça contribue à la réussite de l'alliance. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est vraiment ces 3 points, en plus de ce qui était dit par Percé 3C sur cet apport financier, cette reconnaissance qui est apportée par les financements du fonds EDD 17, c'est vraiment ce financement de l'ingénierie, ce recours à l'ingénierie, parce que tout à l'heure, c'est pas seulement le financement de l'ingénierie, mais c'est aussi le recours à de l'ingénierie qui n'est pas facile à trouver par les acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, si je pense juste à révélateur de richesse immatérielle, on est quand même des illustres inconnus auprès du grand monde associatif, de différents acteurs, alors qu'on fait plein de projets. Mais on fait plein de projets par rapport à l'ensemble des projets des territoires. Si jamais ils avaient besoin des compétences qui ressemblent aux nôtres, ils ne vont pas forcément penser à nous ou à d'autres acteurs s'ils ont besoin d'autres compétences, alors que ce sont des acteurs très compétents. Parce que trouver le bon prestataire de service, ça aussi, ça prend du temps. Et je pense que ça aussi, le grand réseau du fonds ODD 17 contribue à trouver la bonne compétence en un minimum de temps. Merci beaucoup, Gabrielle. Je crois que Charles Benoît avait une remarque ou une question. Oui, plus on vous écoute tous les trois et plus ça ancre dans finalement l'importance de cette ingénierie des alliances d'intérêt général et de se poser la question finalement au service du territoire, mais finalement qui est le territoire? Et on a eu le témoignage de l'investisseur d'une fondation et d'un acteur de recherche empirique qui travaillent ensemble. On a eu le témoignage d'un projet porteur de valeur de son territoire qui défriche. On a eu le témoignage de l'acteur d'accompagnement qui va justement créer de la valeur et aider à la révéler, à la rendre plus visible. Mais on a une question à se poser, c'est finalement en quoi ces actions sont-elles contributrices, aident-elles les acteurs de légitimité de territoire, les acteurs finalement élus dans ces territoires pour pouvoir co-construire finalement aux côtés et avec les collectivités territoriales. Alors on a une surprise, on a un cadeau. Puisque nous avons la chance d'avoir à nos côtés, juste à côté de moi, Valérie Dumontet, qui est vice-présidente du département de l'Aude et qui ne savait pas 5 minutes avant que je lui pose la question, que j'allais me tourner vers elle tout naturellement. Ce n'était pas prévu, mais je trouve qu'il y a une légitimité à entendre finalement l'élu. En quoi est-ce que cette mobilisation de fondations, d'acteurs de recherche, de projets locaux, d'entreprises, d'associations, d'acteurs d'ingénierie et d'accompagnement de conseil, en quoi est-ce que finalement ça peut vous être utile à vous, élus de territoire, pour construire ou peut-être reconstruire une capacité à avoir envie d'un projet commun? Bonjour à tous. Donc, effectivement, au pied levé, mais je ne découvre pas le rameau et l'action du rameau.
et j'étais attentive au témoignage et à ce qui s'est dit. Alors, je suis vice-présidente d'un département, mais je suis un petit peu une élue particulière puisque, d'une part, je suis professionnellement issue du développement local, donc j'ai moi-même exercé des fonctions d'ingénierie territoriale en co-élaboration, co-construction de marches participatives de projets de territoire. Donc, cette question d'alliance sur un territoire me parle. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant qu'élue départementale, je suis aussi en charge de l'international. Et depuis 2018, je suis impliquée dans la question des ODD et de la localisation des ODD. Et l'enjeu de l'ODD 17, le seul ODD qui est revu tous les ans dans les forums politiques de haut niveau à New York, enfin à l'ONU, c'est l'ODD central de la clé de réussite de différents autres ODD. Cette question de l'évolution des gouvernances et des pratiques de gouvernance, elle est stratégique. Et le fonds ODD 17 et la façon dont vous avez témoigné de votre place ou d'acteurs économiques ou d'acteurs associatifs, elle est révélatrice en fait du besoin aujourd'hui de retrouver le sens commun de l'action. À quelle que soit quelle échelle on travaille, au niveau communal, départemental, régional, national, quelle que soit l'échelle d'un territoire, c'est quel est le sens qui fait que nous avons intérêt à travailler ensemble pour produire quoi, pour quel résultat on attend. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on constate sur un territoire et quel résultat on attendrait d'une action collective. Et aujourd'hui, en tant qu'élu, il y a des défis essentiels qu'on doit relever dans le contexte. C'est la question évidemment de l'emploi, la question de l'amélioration des conditions de vie, comment est-ce qu'on réduit les personnes en dessous du seuil de pauvreté, comment est-ce qu'on accompagne les jeunes, la jeunesse, à se sentir investis, avoir de l'audace pour penser leur propre avenir. Voilà, ça c'est des éléments essentiels sur un territoire et donc en tant qu'élu créateur de politique publique, on pourrait, certains le font, travailler dans notre coin, on dit après tout on est élu, on est légitime à décider et à agir. Sauf que on peut réfléchir, on peut créer des règlements et des textes. Mais s'il n'y a rien qui est fait pour les mettre en œuvre, si on ne réfléchit pas la mise en œuvre, si on ne réfléchit pas en termes de résultats et d'impact à atteindre pour améliorer une condition territoriale négociée collectivement, alors toute action, toute belle action, aussi belle soit-elle, s'il n'a pas les moyens de la mise en œuvre, ça ne fonctionnera pas. Et en ce sens, l'ingénierie, c'est le vecteur qui permet de passer de l'idée ou de l'idéal à la concrétisation. Et on ne peut plus aujourd'hui se fermer les yeux. Oui, il y a des collectivités territoriales, il y a aussi un État qui est déconcentré, qui est présent sur des territoires. Il y a des organisations qui ont le pouvoir d'agir parce qu'ils ont, de par la loi, le pouvoir de décider de l'attribution de l'argent public sur tel ou tel projet. Mais si on ne réfléchit pas avec ceux qui produisent de la richesse ou qui produisent de l'économie, si on ne réfléchit pas avec les acteurs associatifs, si on ne réfléchit pas avec les citoyens, les habitants, si on ne s'allie pas pour réfléchir ensemble à quel projet commun, quel résultat, quel défi ensemble, et quelle est la place de chacun dans la réussite collective, et si on ne met pas des moyens humains pour accompagner cette concrétisation-là, alors on perd de l'efficacité et on perd du temps, on perd de l'énergie, de l'efficacité et on accentue cette sensation qui est exprimée de façon récurrente de la jungle, de l'enchevêtrement de l'administration, de la jungle des procédures administratives. Et finalement, on perd aussi, je pense, de l'utilisation des moyens publics. On en perd le sens parce qu'on ne mesure pas suffisamment à quoi a servi l'argent public, quel résultat ça a provoqué, quelle évolution ça a provoqué. Et puis, si on réfléchit trop en silo, si on ne se parle pas les uns avec les autres, chacun fait son petit truc dans son coin, sans en mesurer l'efficacité, uniquement pour dire « moi j'ai fait ça, j'ai de l'argent et j'ai mis de l'argent là ».
mais finalement pour produire quoi? Donc votre démarche, la démarche de la Fondation DD17 et toute cette démarche de chef de projet territoriaux, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment une réponse absolument adaptée à notre problématique de territoire et d'alliance sur les territoires pour accompagner les élus. Nous, on a besoin de ça aussi. On a besoin de ça pour renouveler l'action politique et lui redonner son sens. Merci, parce que c'est bien le sens de l'action qui nous motive tous les jours, et de savoir que ça peut être utile aux représentants de notre démocratie. Je crois que c'est le plus beau cadeau que nous puissions faire. Des outils et des données et des compétences ne sont utiles que si elles sont au service de tous. Merci Valérie et merci Charles Benoît. Alors pour terminer les 5 petites dernières minutes que l'on a, on va les consacrer à vous présenter le programme du 5 juillet prochain, puisqu'on organise la 8e rencontre des catalyseurs territoriaux, et donc le thème sera « Ensemble, faisons cap vers 2030 ». Ça sera donc le 5 juillet prochain à Paris, à la Fédération des caisses d'épargne. Donc c'est une journée complète qui aura 3 temps. Le premier sera consacré à l'inspiration, donc des témoignages. On va écouter de nombreux territoires qui vont nous éclairer sur des liens et des lieux avec une fondation territoriale, un PTCE, un tiers-lieu, également la question du dialogue jusqu'à l'accompagnement des territoires avec une agence d'animation d'ingénierie, un acteur d'accompagnement des écosystèmes territoriaux. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment les territoires à la manœuvre. On aura un deuxième temps qui sera celui de l'ambition 2030. Quel chemin on souhaite se donner pour 2030. Et dans ce cadre-là, le réseau des catalyseurs présentera sa propre stratégie. Et on terminera la matinée sur justement comment accélérer ce fameux ODD17 dont parle Valérie, avec la prise de parole de la Fondation des territoires, celui du fonds ODD17, et chacun présentera sa feuille de route dans les prochains mois, prochaines années, et puis aussi une prise de parole sur l'investissement dans des programmes territoriaux. Le deuxième temps, ce sera très important puisque c'est entre midi et 2 et ce sera le temps de l'interconnaissance avec bien sûr un déjeuner convivial et la possibilité de rencontrer les partenaires opérationnels du réseau. Et puis, pour introduire ce temps-là, on aura un temps séquence émotion, notamment en musique et en images. Et puis, l'après-midi sera vraiment consacré aux ateliers de co-développement, où là, on vous invite à venir vivre l'expérience de ce fameux chef de projet innovation territoriale qui, au sein d'une collectivité, est en interface avec une diversité d'écosystèmes locaux. Il doit jongler avec de l'ingénierie publique, qu'elle soit nationale ou locale, de l'ingénierie de projet et puis même de l'ingénierie de catalyse. Et donc, l'objectif de ces ateliers, ça va être de se dire, mais comment on va pouvoir faciliter leurs tâches, quels sont leurs besoins pour s'informer, se former, agir et pouvoir utiliser la capitalisation qui existe sur le Faire Alliance. Et donc, dans ces ateliers, ils vont permettre de répondre à ces questions et ils vont être construits surtout sous forme de jeux de rôle. Donc, bien sûr, vous êtes tous invités à participer à cette journée et qui sera conclue vers les 17h30. On va lancer cet après-midi les invitations. Donc, vous allez recevoir cette invitation dans l'après-midi. Si jamais, pour X raison, vous ne l'avez pas reçue, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour qu'on vous la transmette. Donc, on vous attend tous le 5 juillet prochain. Et puis, pour terminer, le prochain webinaire sera celui du 8 septembre, où on abordera donc le nouveau cycle « Faire ensemble, projet de territoire » sous l'angle du dialogue territorial. Et encore une fois, on essaiera d'éclairer la complémentarité des ingénieries, qu'elles soient de catalyse, d'ingénierie publique ou de l'ingénierie de projet, autour de ce thème, dialogue territorial. Donc, il reste 2 minutes. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Donc, je vois qu'il y a des échanges déjà sur le 5 juillet. Voilà, ça a l'air de... Donc, normalement, tous ceux qui suivent les webinaires, ils sont tous inscrits dans notre base de contact. Donc, normalement, tout le monde va recevoir l'invitation pour le 5 juillet qui devrait partir d'ici 1 heure à peu près. Donc, on vous attend tous avec grand plaisir le 5 juillet et aussi à la rentrée. Et d'ici là, on vous souhaite de très belles journées, très bonne continuation. Et avant les vacances, on se dit en vrai, pour de vrai, physiquement, on se retrouve le 5 juillet prochain. Merci à tous. Merci Gabriel et merci Valérie, Charles Benoît.
pour ce webinaire et je vous souhaite à tous une très très belle journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.